Alors, comme annoncé, cette deuxième conférence va tourner autour du service public territorial de l'autonomie. Je redis, dans la première conférence autour du vieillissement, on a bien identifié le fait que on devait changer de mode d'accompagnement des personnes âgées et que la coordination des acteurs était un sujet central. Je le dis à la fois pour la qualité des personnes, mais aussi sans doute aussi, même si ça sera un sujet moins abordé, pour l'ensemble de nos finances publiques, parce que quand on travaille en silo, c'est quelquefois pas très efficace et cher. Alors pour autant, tout ça, c'est pas forcément évident. Comment provoquer un changement sur un territoire, comment y aller, c'est ce qu'on veut regarder avec donc nos intervenants de cette deuxième table ronde. Donc, nous aurons d'abord Benjamin Voisin, donc chef de service à la Direction générale de la cohésion sociale. La Direction générale de la cohésion sociale, c'est donc la direction dans l'État qui pilote plus précisément ces sujets donc des politiques des personnes âgés et handicapés, puisque donc qu'on va parler service public territorial d'autonomie, c'est un sujet personnes âgées, mais aussi personnes en situation de handicap. C'est très heureux qu'ils puissent nous exposer donc un peu la vision de l'État, ce service public territorial de l'autonomie. Ensuite, nous aurons Stéphane Corbin, qui est directeur général adjoint du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Qui nous exposera plus la vision vue du département, vue de la collectivité départementale, comment il voit aujourd'hui l'intervention vis-à-vis des personnes âgées et personnes en situation de handicap, et qu'est-ce que peut apporter, à quelles conditions, une meilleure coordination entre acteurs. Et évidemment, c'est le sujet sanitaire-social qui commencera évidemment à être abordé, cette vision qui a déjà été évoquée, que s'occuper des personnes en situation de vulnérabilité, c'est notamment agir sur l'aspect santé, mais aspect social. Donc nous aurons vu donc le vision du département, et ensuite nous aurons Eliane Abraham qui est à ma droite, qui est présidente de la dispositif d'appui aux coordinations qui ont été un peu évoqués notamment par Cécile Courrèges donc dans la première table ronde. Ces dispositifs qui ont été créés justement pour mieux coordonner l'action des professionnels de santé, mais aussi santé sociale, et qui nous dressera à la fois le constat et avec des exemples de ce qu'on peut faire et à quelles conditions on peut mieux agir entre les différents acteurs. Et enfin, nous terminerons avec Thomas Sellarié, qui est tout à la gauche, qui est responsable du service gériatrie au CHU de Saint-Étienne, et qui nous donnera sa vision d'hospitalier, donc de la coordination entre acteurs, mais aussi évidemment de l'évolution du rôle de l'hôpital sur ces sujets. Donc en tant que chef de service gériatrie, il est évidemment confronté tous les jours au sujet des personnes âgées à l'hôpital, et il nous évoquera comment on peut mieux travailler différemment avec les acteurs du territoire sur ce sujet des personnes âgées. Voilà, grosso modo, l'enjeu de cette deuxième table ronde. Donc, je commence tout de suite en cédant la parole à Benjamin Voisin, donc sur le regard vu de la Direction générale de cohésion sociale. Pourquoi un service public territorial d'autonomie? Alors, je répète aussi pour ceux qui nous rejoignent que j'anime cette table ronde, mais je ne suis pas complètement neutre sur le sujet, puisque avant que ça soit redit, j'ai moi-même commis un rapport sur ce sujet du service public territorial de l'autonomie. Donc, c'est un sujet que je porte aussi, pour être tout à fait honnête, dans la suite du rapport Grand Âge Autonomie qui a été évoqué dans la première table ronde. Benjamin. Oui, merci. Merci pour cette invitation, même si, comme vous l'avez dit, c'est peut-être un peu un cadeau empoisonné, puisque c'est pas facile de parler d'une œuvre devant son auteur. Ce ne sera pas davantage facile de parler du service public territorial d'autonomie devant Dominique Libaud, puisque vous en êtes le concepteur et le principal promoteur aujourd'hui, et encore avec des fonctions éminentes dans le pilotage du projet au niveau national. Donc je vais essayer juste d'en retracer et d'en présenter quelques enjeux, quelques grands contours,
sous votre regard vigilant. Et de toute façon, il y aura tout le train du retour qui me permettra de corriger ma copie si je n'ai pas bien compris quelque chose. Je n'en doute pas une seconde. Je vais aller vite sur les constats de départ, puisque en fait, l'essentiel a été dit quand même lors de la première table ronde. On est, et on le sait, on est confronté à une situation démographique qui voit le vieillissement de la population française, avec des enjeux de perte d'autonomie qui vont concerner une part de plus en plus importante de la population. Les chiffres ont été cités tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et ça concerne également les personnes en situation de handicap. Pour vous donner juste un chiffre, c'est près de 4,5 millions d'adultes entre 20 et 59 ans qui sont aujourd'hui en situation de handicap et qui vivent au domicile, dans une acception large, certes, mais qui connaissent également des limitations fonctionnelles susceptibles d'affecter leur participation à la vie sociale d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, et ça a été dit avec beaucoup d'éloquence là aussi lors de la première table ronde, c'est que cette perte d'autonomie ou ce handicap, donc qui soit lié à une difficulté de santé ou à l'âge, on ne veut plus, ni la personne elle-même, ni ses proches, que ce soit synonyme de réclusion, de mort sociale, d'institutionnalisation. Et même si les personnes, même si le choix d'aller dans un habitat regroupé ou dans une institution finit par intervenir pour différentes raisons, ça ne doit pas non plus signifier comme ça une sorte d'exclusion, une sortie du jeu social. Quand on est une personne en situation de handicap, on veut que son enfant puisse participer à l'école comme les autres, on veut pouvoir étudier, on veut pouvoir travailler, et quand on est personne et à tous les âges de la vie, on veut pouvoir continuer à sortir de chez soi, à se déplacer, à être accompagné dans différentes activités, en tout cas à participer, et peut-être même à être accompagné pour ce faire. Mais c'est le troisième constat, et c'est là où ça devient, c'est là où le jeu se corse, c'est que face à ces deux enjeux, l'expérience des personnes concernées et de leurs proches, c'est que tout ça c'est très compliqué, d'accéder à ces droits, de faire valoir ces droits, de les mettre en œuvre, tout ça c'est très compliqué et c'est décrit de façon très générale. Il y a énormément de verbatims qui sont d'ailleurs reproduits sur la diapo, puisque pour plus de sécurité, j'ai évidemment recopié le rapport, c'est plus simple, comme ça on risque pas de déviance coupable. Énormément de verbatims donc, qui rappellent à quel point c'est compliqué. Alors ici, on le décrit sur le champ des personnes âgées, où on voit les différents moments, le moment de l'annonce du handicap, comprendre qu'on va perdre son autonomie, un diagnostic quelconque, en tout cas un accident de santé qui fait que la vie d'après ne sera plus tout à fait celle d'avant quand même. C'est quand même un choc, donc tout le moment de l'annonce. Ensuite, la recherche des solutions, la recherche de l'accompagnement, la mise en œuvre de cet accompagnement et également avoir une vie plus générale dans la cité. On pourrait avoir exactement le même schéma avec encore davantage de dimensions pour les personnes en situation de handicap, avec toutes les dimensions de la vie que je viens d'évoquer. Alors, ce parcours du combattant, il crée un très fort sentiment de solitude pour les personnes et leurs proches, un sentiment aussi d'inégalité de traitement, parce que quand on ne comprend pas, on a l'impression que parfois ailleurs ça se passe mieux, et ce n'est pas juste. Un sentiment de perte de chance. Donc ça, ce sont des choses qui sont très, très graves et auxquelles il faut qu'on essaie de répondre. Ce sentiment de complexité, il est également partagé par les intervenants. Ils sont très nombreux et eux aussi sont confrontés à la complexité. Vous le voyez ici. Alors c'est aussi donc une nébuleuse, comme indiqué, avec différents statuts, des services parfois des professionnels libéraux, parfois des institutions financeuses, des caisses de retraite, l'éducation nationale, Pôle emploi, etc. Enfin, quantité d'intervenants qui gravitent autour de la personne, ou alors que la personne doit solliciter pour accéder à son droit. Et évidemment, les uns et les autres ne se connaissent pas forcément beaucoup mieux entre eux que la personne n'arrive à les connaître. Et c'est un vrai enjeu. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette pluralité d'acteurs ? C'est la question fondamentale, c'est la question en réalité de la coordination entre les acteurs. Il y a une première réponse, la réponse simple, c'est que là, vous voyez, il y a plusieurs patates, on n'en fait qu'une seule, et on dit, il y a une patate qui va tout régler pour tout le monde.
C'est en gros l'idée simplement d'avoir une sorte de guichet unique dans la plus forte acception. Alors, non pas pour rejeter radicalement cette idée, évidemment, elle a un intérêt, on a des marges de simplification, on a des marges de rapprochement entre des services pour produire ce genre de guichet unique, mais on voit bien que peut-être que c'est une chimère. Peut-être que ce qu'on poursuivrait avec un guichet unique, on n'est pas sûr qu'il soit complètement unique à la fin, parce qu'il y a toujours un avant, il y a toujours un après pour la mise en œuvre du droit. L'avant, je prends l'exemple, on peut prendre encore une fois l'exemple du handicap. La loi de 2005, une grande loi, une loi importante de la loi de 2005, a créé ce qu'on appelle la maison départementale des personnes handicapées, qui est précisément chargée de jouer ce rôle de guichet unique. C'est-à-dire que quand vous avez un problème lié, qui conduit à un handicap, si vous avez besoin d'aide, eh bien, vous avez un dossier unique à faire, et c'est auprès de cette institution, et ensuite c'est cette institution qui l'examine et qui vous fait des propositions, qui vous octroie des droits. On voit bien qu'il y a un avant. C'est comment ça se passe quand on vous annonce le handicap. Comment est-ce qu'on fait pour assurer le repérage d'une situation préoccupante, disons, chez un jeune enfant, par exemple. Comment est-ce qu'on travaille ensuite en aval avec l'éducation nationale pour la mise en œuvre de l'aide humaine, pour la mise en œuvre du matériel pédagogique adapté. On voit bien que toutes ces questions-là, quand bien même on a un guichet unique au milieu, elles ne sont pas intégralement réglées. Donc on reste aussi face à une difficulté de nébuleuse d'acteurs. Et enfin, il y a le deuxième aspect, ça c'est un peu la profondeur du champ du parcours, avant, pendant, après, mais il y a aussi la pluralité des dimensions. Et on l'a vu tout à l'heure, ça a été répété, l'aspiration des personnes, c'est d'avoir un parcours d'autonomie et pas simplement un parcours de réponse à leurs problèmes de santé ou à une difficulté de mobilité. C'est pour faire quelque chose. C'est régler les problèmes de mobilité pour pouvoir participer à la vie sociale, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et cette pluralité de dimensions, il est très compliqué de la préempter, de la prévoir ex ante, d'autant que plus on va vers le champ de droit commun, c'est-à-dire les questions de logement, les questions d'emploi, les questions d'éducation, plus on est à l'interface avec des acteurs qui gèrent la population générale. Vous avez Pôle emploi qui s'occupe des personnes qui recherchent un emploi, y compris les personnes en situation de handicap. Donc on voit aussi qu'on a des tensions extrêmement fortes. Donc c'est important, je crois que c'est un des apports de ce rapport, que d'affronter cette question de la pluralité, de ne pas essayer de la réduire de façon abstraite. Et c'est là qu'intervient cette fameuse notion de service public. Alors, service public, on en parle, c'est une notion qui est évidemment bien connue dans notre pays, mais qui, depuis quelques années, à tout le moins dans le champ social et médico-social, connaît une sorte d'inflexion avec, historiquement, on a la notion de service public de l'emploi, et puis plus récemment, service public de l'insertion et de l'emploi. On parle également de la service public de la rue au logement, et puis plus récemment encore, service public de la petite enfance, et là, le service public de l'autonomie. L'idée derrière cette notion, c'est d'insister finalement moins sur la question de l'organisation, c'est-à-dire service public comme on l'entend traditionnellement, c'est des agents publics qui font quelque chose. Voilà. Là, c'est d'insister davantage sur la dimension de service et d'organisation d'un service qui tourne autour de toujours un peu la même notion finalement, qu'on parle d'emploi, d'insertion, etc., mais de l'accompagnement des personnes dans ces différentes composantes. Il s'agit donc de s'intéresser au dernier kilomètre, à la mise en œuvre des droits et aux points de rupture et aux points de difficulté que peuvent rencontrer les personnes dans leur parcours. C'est-à-dire de s'intéresser vraiment, sérieusement à la question des parcours et pas simplement à des dispositifs qu'on juxtapose avec beaucoup de bénévolence et beaucoup de souhait de que ça se passe le mieux possible, mais chacun dans son couloir. Le deuxième apport de la notion de service public, c'est que c'est une notion souple d'une part, mais quand même encadrée. Évidemment, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des caisses de sécurité sociale, des départements, de l'État, des mairies, etc., n'ont pas attendu la notion de service public de l'autonomie pour essayer de s'organiser. Et d'ailleurs, c'est assez
pragmatique, parce qu'on ne fait pas la même chose en Seine-Saint-Denis ou dans la Loire, parce que les ressources ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, la typologie de l'habitat n'est pas la même, l'histoire n'est tout simplement pas la même. Mais ces initiatives, force est de constater, et c'est un point important du rapport, que ces initiatives sont éparses, mal outillées, pas organisées, et contribuent finalement à ce sentiment que j'ai évoqué tout à l'heure, d'inégalité de traitement sur le territoire, selon qu'on habite à un endroit ou à un autre, on n'est pas traité pareil. Alors, donc cette idée de service public de territoire de l'autonomie, justement, repose sur une idée de cahier des charges national, un cahier des charges unique, qui définit des blocs de mission et qui les définit en fonction de leur finalité, pas en fonction de... c'est pour ça que la dernière ligne qui est sur le slide que vous voyez à l'écran, c'est une slide des organisations qui vont contribuer, mais ce qui est important, c'est quand même la finalité et les blocs de mission qui sont importants. Les organisations qui vont y contribuer, elles pourront, le cas échéant, être différentes. D'ailleurs, il y a 3 petits points à chaque fois. Là, on est très centré sur les sujets de santé, mais fondamentalement, la liste peut aller beaucoup plus loin, dans différentes dimensions. Elle n'est pas du tout fermée. Et c'est ça, quand même, l'intérêt du sujet. Peut-être diapositive suivante. Donc c'est autour de ces blocs. Peut-être revenir, excusez-moi, je vais revenir sur les 4 blocs. Donc on a 4 blocs sur l'accueil, l'information, l'orientation, c'est-à-dire vraiment le début du parcours. Hein. Vous voyez qu'on est vraiment dans une logique de chronologie du parcours. Comment est-ce qu'on accède à l'information? Comment est-ce qu'on sait ce qu'il est possible d'obtenir, en fait, ce qui est quand même une question assez fondamentale pour pouvoir faire valoir ses droits. Comment est-ce qu'on est accompagné pour ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte que même si on tape au mauvais guichet parce qu'on n'est pas, dans cet univers-là et que ça vous tombe sur le coin du nez sans prévenir, vous n'êtes pas forcément préparé à cette idée-là, si vous topez la mauvaise porte, qu'on puisse vous réorienter et arriver très rapidement à une meilleure porte, sans être baladé, comme on le dit, entre les institutions. Comment est-ce qu'on vous met en relation? Comment est-ce qu'on accède tout simplement à cette information? C'est quelque chose extrêmement important. C'est une brique évidemment essentielle de réassurance et de confiance qu'on pourra créer dans l'action des différentes institutions. La deuxième brique, excusez-moi, c'est l'instruction des droits. Donc on est un peu sur le cœur du réacteur. Voilà, comment est-ce qu'on arrive aussi à avoir des bons délais, une garantie de service, des accusés de réception. Enfin, là aussi, ne pas être complètement perdu dans cette partie sans doute la plus travaillée historiquement, hein, qui est celle de la production du droit individuel de la personne. Mais il y a toute la question de ce qui est ensuite la mise en œuvre de ce droit, qui est une vraie question derrière, parce qu'on envoie une notification à une personne, elle sait qu'elle a le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, elle a le droit à une prestation financière quelconque, mais encore faut-il qu'elle arrive à la faire valoir. Et ça, c'est pas si simple, et il faut qu'elle puisse être appuyée dans la réalisation de ce droit, et c'est une deuxième brique de ce deuxième bloc de service. Troisième, c'est l'appui aux solutions concrètes. Donc ça, c'est autour des questions de la coordination des parcours. On peut être dans des situations, la plupart des personnes, fort heureusement, sont certes dans un environnement complexe, mais finissent par comprendre et arrivent à se débrouiller. Parce qu'on fait des progrès aussi dans la qualité de l'administration publique quand même, et parce que les personnes arrivent à coordonner les services entre elles. Mais il y a un certain nombre de situations dans lesquelles cette coordination est plus compliquée, la personne est plus fragile, la situation sociale est plus fragile, ou alors la situation est plus complexe tout simplement, et on a besoin de coordination. Et c'est ce bloc 3 qui correspond à l'appui aux solutions concrètes. Et enfin le bloc 4, qui est plus collectif finalement, qui est autour des enjeux de repérage, de prévention, et là aussi de faire ce changement un peu culturel de notre société pour favoriser une bonne santé dans son acception globale des personnes en situation de perte d'autonomie, parfois même avant cela. Je vais terminer donc rapidement où on en est sur ce SPDA. Ce SPDA, il donne lieu aujourd'hui il a donné lieu à un rapport qui se traduit actuellement dans une disposition législative, dans le cadre de la dernière slide, qui est la proposition de loi pour le bien vieillir, une expression qu'on aura beaucoup utilisée cet après-midi,
qui est en cours d'examen au Parlement, qui décrit l'ensemble de la comitologie, comme on dit, c'est-à-dire qui est-ce qui préside. En l'espèce, ce sera, dans l'état actuel de la rédaction, c'est le département, au titre de ses fonctions un peu générales en titre de l'autonomie, mais avec énormément de parties prenantes au sein de la gouvernance de ce service public de l'autonomie. Et on est en train de finaliser la co-construction d'un cahier des charges pour un peu préciser et pouvoir lancer un appel à candidature on a lancé un appel à candidature, mais pouvoir ensuite faire en sorte que les initiatives se déploient sur le terrain. On lance également une préfiguration avant même que la loi ne soit adoptée pour pouvoir justement travailler très pratiquement en lien avec les acteurs, les conditions concrètes de mise en œuvre de ce SPDA. Il est prévu actuellement qu'il y ait une dizaine de territoires qui soient sélectionnés pour être préfigurateurs et donc quelque part tester le modèle et l'affiner évidemment. Peut-être qu'il y en aura plus, on ne sait pas très bien aujourd'hui. Enfin, tout ça sera arbitré d'ici la fin de l'année. Et évidemment, à terme, l'objectif, c'est de réussir à généraliser et d'avoir cette organisation affinée et améliorée à partir de 2025. Alors pour conclure très rapidement, juste un mot sur donc c'est une initiative qui a... C'est un objet qui peut être un peu compliqué à apercevoir, mais dont on sent bien qu'il peut avoir un effet très puissant de montée en compétence de l'ensemble des acteurs, de meilleure communication, de meilleure animation de ce champ qui, aujourd'hui, est perçu de façon peut-être encore trop en silo, comme on dit. Quels sont les risques, quelque part, qu'on peut voir à cette initiative? Les risques, c'est que ce soit transformé, justement... le risque que ce soit transformé comme un enjeu de pouvoir, ce qui serait... une mauvaise chose en fait dans le pilotage de ce SPDA. Si c'est pour se dire qui pilote qui et qui donne des injonctions à qui, on arrivera très rapidement à l'échec. Et c'est quelque chose à laquelle on doit être extrêmement vigilant. Tout ça est quand même beaucoup, mais évidemment tout ça est plus facile à dire qu'à faire. Le travail ne sera vraisemblablement jamais achevé. La coordination, l'amélioration de la coordination, c'est un peu le Graal de toutes les organisations dans le social. C'est pas simple. Je pense ce sera toujours un peu devant nous. Il y aura toujours des choses à améliorer pour y arriver. Mais c'est pourquoi c'est au moins autant une démarche et une gouvernance qu'une recette, beaucoup plus qu'une recette toute faite qu'on essaierait de plaquer sur tous les territoires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Benjamin. Et je crois que ce qu'a bien montré Benjamin, c'est bien sûr, il y a un enjeu, disons, institutionnel. Enfin, on parle de service public, d'organisation, mais le cœur, c'est vraiment le sujet de la personne et le sujet de comment on peut transformer un service public, mais un service public qui couvre beaucoup d'acteurs, c'est ça toute la complexité, pour se mettre au service de la personne. Voilà, c'est ça l'enjeu qui est quand même très, très fort, mais avec aussi des difficultés, de toute évidence, puisque c'est pas inné de dire à un département et une ARS, mais aussi des collectivités locales, des municipalités, tout ça. Il faut que vous travailler ensemble. Alors, enfin, bien sûr, ils travaillent tous ensemble, d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, chacun pense que c'est quand même plus simple quelquefois de travailler tout seul, parce qu'on avance plus vite, parce que le processus de décision est plus rapide, c'est légitime, quoi. Et là, on dit, ouais, mais là, vraiment, on ne voit pas d'autre solution, parce qu'il y a ce sujet santé sociale et qu'en France, on n'a pas une unité sur le sujet que de travailler ensemble. Voilà, c'est ça un peu l'enjeu. Donc, comment y arriver et comment faire avec les différents acteurs, c'est là aussi l'objet des interventions qui vont suivre. Donc, d'abord, effectivement, Stéphane Corbin, vu du département. Donc, l'enjeu est aussi déjà ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, puisque la Seine-Saint-Denis et du reste, un département que connaît bien Benjamin Voisin, puisqu'il y était auparavant, il avait lancé l'initiative aussi sur ce sujet. Donc un peu, voilà, optimiste. Enfin, quels sont les enjeux, mais aussi les facteurs d'optimisme ou de risque, comme a évoqué Benjamin. Et puis, tout ça s'appuie sur des territoires qui ont déjà travaillé là-dessus, et on va parler des choses très concrètes aussi ensuite avec Eliane Abraham et donc Thomas Sellari.
Merci Dominique, bonjour à tous. Effectivement, ça vient d'être dit, j'interviens devant une double difficulté. La première, c'est de parler du service public territorial de l'autonomie avec un voisin de droite qui a élaboré ce concept et a sorti un rapport en ce sens, c'est de parler de la Seine-Saint-Denis avec un voisin de gauche qui vient de passer 5 ans dans ce territoire et a très largement contribué à aussi le transformer ou en tous les cas y apporter une touche importante. Je vais quand même me prêter à l'exercice et de faire en sorte de dire des choses, non pas que mes deux voisins ne connaissent pas, mais en tous les cas de vous partager quelques-unes des préoccupations. D'abord, avant de rentrer sur le sujet, notamment de parler des spécificités de ce territoire, mais j'ai envie de dire que tous les territoires ont une spécificité, de dire aussi pourquoi un département a une certaine légitimité, si toutefois il s'en donne la peine pour être un acteur essentiel dans l'élaboration de ce service public, et puis aussi évidemment de dire ce que l'on fait et ce que l'on souhaite faire. Revenir sur l'idée générale de ce service public territorial de l'autonomie. Je crois qu'un service public, quel qu'il soit, il doit être là pour venir couvrir un besoin de la population. Et ce besoin de la population, vous le savez, est très largement lié au vieillissement général de la population, et comme l'indiquait Benjamin Voisin à l'instant, ce vieillissement général de la population a aussi des impacts sur des publics plus spécifiques, comme notamment les personnes en situation de handicap, qui eux-mêmes vieillissent, et c'est une excellente chose, et d'ailleurs vieillissent plus que la population générale. C'est en ce sens qu'a été créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant une branche de la sécurité sociale pour dire, face à ce besoin, il y a nécessité de couvrir par la solidarité nationale des dépenses à venir, des dépenses aujourd'hui, mais surtout des dépenses à venir pour couvrir les besoins des personnes en perte d'autonomie. Et donc la branche, qui est quand même dotée aujourd'hui de 40 milliards d'euros, évidemment a vocation demain à aussi progresser dans ses financements, dans aussi le périmètre de sa couverture. Et puis le deuxième sujet, et c'est de ça dont on parle maintenant, c'est de dire un peu la notion du dernier kilomètre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent, des dispositifs, voire des lois, grandes ou petites, mais il faut, à un moment donné, qu'on puisse avoir une visibilité de cette couverture, de cette protection sociale, à l'échelle des citoyens eux-mêmes. Et la complexité, j'y reviendrai, c'est que couvrir la question de la perte d'autonomie, notamment si on le prend dans sa dimension la plus générale, et ça a été dit par tous ceux qui sont intervenus sur la première table ronde, c'est couvrir des besoins multiples. Et c'est là que la notion de service public, un peu d'ailleurs dans le modèle de celui du service public de l'insertion et de l'emploi, personne peut prétendre, me semble-t-il, pouvoir le couvrir à lui tout seul. Et c'est ça qui est à la fois la beauté du geste, mais aussi sa complexité. Alors maintenant, on appuie comme ça, oui. Quelques éléments de contexte sur la Seine-Saint-Denis. Premier élément, et c'est vrai que je trouve que c'est toujours intéressant que Dominique Libault ait invité le directeur général adjoint du département le plus jeune de France métropolitaine. Donc on pourrait dire finalement le problème est très, très mineur en Seine-Saint-Denis, et d'ailleurs souvent quand on parle de la Seine-Saint-Denis, ces derniers temps, d'ailleurs, certains ne se gênent pas pour en parler de manière un peu discourtoise, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on parle plutôt des problèmes de jeunesse. Alors que notre département, peut-être d'ailleurs à l'instar de quelques départements d'outre-mer, connaît à la fois est jeune, mais va connaître un vieillissement beaucoup plus important dans les années à venir, et avec aussi des spécificités
du fait notamment des flux migratoires sur ce département et des évolutions aussi des populations accueillies sur le territoire. Et puis la deuxième particularité qui mérite toute l'attention, c'est le fait qu'on a sur le département, en population générale, un taux de pauvreté là aussi un peu exceptionnel, puisque le premier taux de pauvreté, le plus haut fort taux de pauvreté en France métropolitaine, avec 27,6% pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire pratiquement le double de la population sur l'ensemble du territoire national. Et là, phénomène aussi un peu nouveau, parce que souvent nous ignorons finalement les problématiques de pauvreté ou problématiques sociales fortes des populations âgées, parce que il est vrai que sur l'ensemble du territoire national, les personnes âgées sont plutôt protégées de ces problématiques-là, du fait de différents éléments. Tout d'abord, des éléments de richesse avec des carrières, pour ceux notamment qui ont des carrières pleines et une épargne importante des revenus. C'est aussi un patrimoine et c'est parfois des solidarités intrafamiliales importantes. Eh bien, en fait, en Seine-Saint-Denis, on a évidemment aussi cela, mais avec un taux de pauvreté supérieur, puisque 23% de la population de plus de 60 ans est en dessous du taux de pauvreté, c'est-à-dire beaucoup plus finalement que ce que connaît la population française dans un sens général. On a des problématiques à couvrir et qui sont propres à ce territoire, faibles ressources, je le disais, mais aussi peu d'appui sur le patrimoine, puisque l'autre particularité, c'est que 40% de la population des personnes âgées n'est pas propriétaire de son logement et a encore des charges locatives. Et puis, du fait des configurations familiales, très peu, et finalement de la reproduction aussi de cette pauvreté, peu d'appui de solidarité intrafamiliale. Et l'autre, évidemment, élément à prendre en compte, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure dans la première table ronde, c'est qu'il y a un lien très étroit entre la perte d'autonomie ou l'espérance de vie en bonne santé et les conditions de vie des personnes. Elle le disait sous l'angle des catégories socio-professionnelles, mais si on le prend sous d'autres éléments très factuels dans les populations plutôt précaires, que ce soit le logement, insalubre ou en tous les cas logement précaire, que ce soit les questions d'alimentation, mais aussi les questions de relations sociales, eh bien, la perte d'autonomie, l'arrivée finalement dans la dépendance est beaucoup plus précoce. Et c'est en ce sens que la Seine-Saint-Denis va se retrouver aussi plus rapidement confrontée à la problématique des qu'on identifie à partir de 2030 pour les plus de 85 ans, parce que, et je l'ai indiqué là, beaucoup de personnes de moins de 75 ans sont déjà des bénéficiaires de l'APA, c'est-à-dire qu'ils ont d'ores et déjà besoin d'un accompagnement. Donc on se trouve dans une situation qui finalement a quelque chose à la fois d'hors norme, comme dirait un Premier ministre sur la Seine-Saint-Denis, mais aussi de plus précoce de ce que peut connaître d'autres territoires qui vont connaître ces problématiques plus tard. Le deuxième élément sur lequel, puisque c'était la question qui m'était posée, mais pourquoi un département souhaite construire un service public de l'autonomie? Le premier était évidemment lié à la situation sociale. Le second, c'est aussi le rôle d'un département au cœur finalement des solidarités, puisque il est important, me semble-t-il, de relier les questions de perte d'autonomie avec les autres problématiques sociales. Eh bien, le premier, c'est que il me semble que la question du vieillissement de la population amène à beaucoup plus appréhender les politiques publiques. Ça vaut d'ailleurs pour la sécurité sociale, comme pour les politiques d'action sociale portées par les départements, sous l'angle de
longévité, c'est-à-dire de créer un continuum. On parlait de parcours tout à l'heure, sur tous les âges de la vie. Et l'action sociale départementale peut s'adresse d'ailleurs à l'ensemble des âges de la vie et doit pouvoir traiter de l'ensemble des fragilités, des difficultés des familles, quel que soit l'âge, et donc a vocation à devenir un acteur identifié comme cela. Et puis l'autre élément de particularité, c'est qu'elle mène son action à la fois sur tous les publics, mais aussi sur des actions très ciblées, c'est-à-dire qu'elle s'adresse en proximité à l'ensemble de la population, notamment à travers son service social, et elle peut aussi, de manière plus ciblée, le handicap, l'autonomie, la protection de l'enfance, agir en ce sens. Et c'est là où il me semble que le département a vocation non pas à être l'acteur unique, c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure, mais celui qui va pouvoir assembler l'ensemble des acteurs qui contribuent à l'accompagnement en fait de l'autonomie des personnes. Et ce rôle-là, il nous semble, au moment où le président de la République confie une mission sur la question des collectivités locales et du millefeuille, pour le dire trivialement, il nous semble qu'à travers la démarche du service public territorial de l'autonomie, ce qui est peut-être plus à rechercher en termes de simplification, c'est comment on assemble, comment on répartit les compétences entre les acteurs, d'identifier celui qui est de trop ou celui qu'il faudrait évincer. Aussi du fait de la spécificité justement des politiques de l'autonomie qui va du social à l'accompagnement en santé. Donc le département peut jouer cette vocation-là. Et puis l'autre élément, de manière plus ciblée sur les politiques de l'autonomie, ça a été dit, il assure aujourd'hui la tutelle financière et administrative des MDPH. Il est celui qui contribue à l'attribution des droits des prestations individuelles, que ce soit l'APA ou la PCH pour les personnes en situation de handicap. Et il a une dimension qui a été d'ailleurs présentée par Benjamin Voisin comme étant une des 4 missions du service public territorial de l'autonomie, c'est celui autour de la prévention. Et vous voyez bien que au regard des caractéristiques de la Seine-Saint-Denis, la question d'agir tôt, de développer les actions de prévention est une nécessité. Et par ailleurs, et vous le voyez, je ne vais pas les détailler là sur les différents engagements du schéma de l'autonomie de la Seine-Saint-Denis, il doit agir dans toutes ces dimensions, et notamment, pour répondre, je ne sais plus si la personne est encore là, sur la question de la diversification des lieux de vie, qui va devenir un enjeu majeur, puisque ce dont tous les territoires vont être confrontés à partir de 2030, c'est d'avoir dans sa population plus de 20%, 20-25% de personnes de plus de 65 ans, dont les fragilités sont bien présentes, et avec la nécessité d'avoir des habitats, des logements qui correspondent à cette évolution de la population. Et on sait que ça, c'est souvent un temps très long. Alors, dernier élément, je dirais, de contexte, c'est ce que nous avons d'ores et déjà créé, ou en tous les cas initié en Seine-Saint-Denis, à travers une population, les personnes âgées, qu'on vient sûrement de faire converger avec les démarches, même si en direction des personnes handicapées, même si avec la création en 2005, effectivement, des maisons départementales des personnes handicapées, la question est peut-être un peu différente. C'est la démarche de guichet intégré. Alors, le principe du guichet intégré, c'est finalement d'accepter la complexité de l'environnement, c'est-à-dire ce qu'a montré Benjamin tout à l'heure, c'est qu'il y a toute une série d'acteurs qui concourent, chacun avec sa légitimité, mais qui donnent très peu de visibilité pour les personnes. Et
le guichet intégré tel qu'il a été conçu à partir de 2021 dans le cadre d'une charte partenariale et très large entre différents acteurs, dont les deux DAC du département, est basé sur 3 grands principes. Le premier, c'est que nous devons concevoir la réponse au plus près des situations de vie des personnes. Et l'enjeu là, c'est de bien assurer la subsidiarité vis-à-vis des villes. C'est-à-dire qu'il nous semble que le lieu de vie, la ville, voire le quartier dans certains cas, doit être le lieu d'organisation finalement des choses et du service public. Ça ne veut pas dire qu'il y a un guichet physique dans chaque commune, mais c'est là que les choses doivent s'organiser parce que les citoyens, et notamment les citoyens âgés, ils doivent pouvoir reconnaître ce service public là où ils vivent véritablement. Et puis c'est aussi tenir compte, et en Seine-Saint-Denis, nous n'en manquons pas, de contextes locaux tout à fait différents. Le deuxième élément, c'est que, ça a été dit évidemment par chacun d'entre nous, l'enjeu majeur, c'est la coordination des acteurs. Ça passe par une culture commune, ça passe par de la formation commune, des référentiels communs, et de ce point de vue-là, un cahier des charges national contribue à créer cette culture commune ou ces référentiels communs. Mais il faut que cette coordination soit finalement transparente pour l'usager, par justement le fait que les acteurs se connaissent bien ensemble et que les coûts de transition soient les plus faibles possibles. Ce que j'appelle les coûts de transition, c'est de passer d'une institution à une autre selon le besoin de la personne. Et c'est un des enjeux majeurs qui passe, et c'est ce que nous sommes en train de travailler actuellement dans ces guichets intégrés, par beaucoup de temps d'appropriation, d'acculturation d'une démarche commune. Et puis le troisième élément, c'est qu'évidemment, tout cela doit contribuer à gagner du temps sur la perte d'autonomie et donc à pouvoir repérer les fragilités. On le retrouve, les différents niveaux d'intervention du guichet intégré à travers ces 3 niveaux définis. Donc vous voyez qu'on n'est pas très très loin déjà de la démarche telle qu'initiée nationalement du service public territorial de l'autonomie, avec évidemment, selon les niveaux, des outils, des acteurs, je pense notamment à l'articulation entre social et sanitaire, qui ne sont pas les mêmes, mais qui vont travailler et qui vont avoir des outils pleinement partagés. C'est vraiment ce sens-là. Accueil, information, accompagnement d'un côté, le repérage des situations et l'accompagnement des situations les plus complexes ou les plus fragiles, et puis le repérage et l'aller vers dans les situations là aussi les plus complexes. Alors pour finir et en forme de conclusion, le département de la Seine-Saint-Denis s'est porté candidat pour être préfigurateur. Donc nous sommes dans une phase d'entre-deux puisque nous avons déposé notre dossier, mais nous ne savons pas si nous allons être retenus. Il ne s'agit pas là ici de vendre la candidature, mais peut-être tout simplement de redire en quelques mots pourquoi la Seine-Saint-Denis s'est porté candidat. D'abord, et je pense que c'est vraiment le cas de tous les départements, c'est que la problématique de la transition démographique, du vieillissement de la population, c'est pas demain, c'est maintenant. Et que si nous n'agissons pas aujourd'hui, ça vaut d'ailleurs dans la construction des structures médico-sociales ou de l'adaptation, comme l'indiquait Cécile Corrège tout à l'heure, de notre système de santé. Nous avons un devoir d'anticipation et nous ne pouvons pas tourner le dos à cette problématique qui est assez bien connue maintenant. Le deuxième enjeu, c'est que ce territoire connaît sur l'ensemble de ses politiques publiques, je pense notamment au RSA, des problématiques spécifiques d'accès aux droits. Et donc, plus il y a une forte précarité, plus la question du service public et de la prestation publique est importante, mais plus nous avons, du fait de différentes problématiques, j'énumère là, la fracture numérique peut-être plus forte qu'ailleurs, les problématiques linguistiques, etc., un sujet d'accès aux droits qui exige de notre point de vue d'avoir un service public très, très visible. Le troisième argument, c'est
cette idée d'un maillage territorial département-ville, et notre département a, de ce point de vue-là, département très dense, urbain pour la plupart du territoire, et a un nombre de communes assez limité qui fait que cette articulation que j'évoquais tout à l'heure entre les communes et le département est un enjeu qui peut servir finalement d'exemple. Le quatrième argument, qui n'est pas à ce stade beaucoup développé, mais que je souhaite mettre en évidence là, c'est que les politiques de l'autonomie, on a parfois du mal même à les définir. Je pense que pour les citoyens, ils ne sont pas assez visibles et ne font pas beaucoup l'objet finalement de retour de la part des citoyens eux-mêmes. C'est un peu moins vrai sur le handicap avec les associations, et puis là aussi l'expérience des MDPH depuis pratiquement 20 ans. Mais pour ce qui est des personnes âgées, ce n'est pas le cas. Et il me semble que nous devons faire cet effort-là, à la fois de visibilité, mais aussi d'expression des acteurs dans des personnes concernées par ces politiques-là. Et puis, et je finirai là-dessus, c'est évidemment, nous sommes déjà engagés dans beaucoup d'éléments. Je l'indiquais sur le guichet intégré senior. Nous avons aussi développé une démarche en lien, d'ailleurs Benjamin Voisin qui est vraiment l'auteur de cette démarche-là, donc ça me fait drôle d'en parler, mais qui est autour de la problématique du renouvellement urbain. Et c'est des problématiques qu'on connaît aussi d'ailleurs dans la métropole lyonnaise. J'ai pu en discuter avec mes collègues de Lyon, et c'est assez intéressant. Et de faire que ce renouvellement urbain soit aussi la préparation finalement de la transition démographique, et la démarche de quartier inclusif et va dans ce sens. Et puis enfin, on a aussi créé, nous sommes en train de le développer aujourd'hui, des tiers-lieux autonomie pour justement rendre par des espaces au cœur des villes, non stigmatisés comme des espaces sociaux, des lieux où la question de l'autonomie devient visible en proximité des citoyens. Et c'est en ce sens que je pense que nous avons tout intérêt à travailler sur ce service public territorial de l'autonomie. Merci beaucoup Stéphane. C'est vrai que je pense que le territoire de Seine-Saint-Denis, on le voit, est quand même un des territoires un peu en avance sur ces sujets, avec une volonté de faire, avec ce guichet intégré. C'est pour ça que je voulais cette présentation. Et un des grands enjeux, évidemment, du service public d'autonomie, c'est de généraliser ce type de démarche. Parce que ce qui me frappe, moi, c'est l'inéquité territoriale et le fait qu'on passe d'un département à l'autre et on trouve des choses, ce qui apparaît assez évident dans un département, on a l'impression que on doit tout faire dans le département d'à côté. Et ça sera un des grands enjeux. Peut-être juste une question avant donc qu'on passe à notre territoire inspirant, c'est-à-dire Nancy. L'articulation avec les caisses de sécurité sociale, quand même. Donc, c'est quoi? Comment vous le faites? Comment vous le voyez? Alors, évidemment, là, comme ça a été évoqué par Stéphane, l'expérience est plutôt sur les personnes âgées plutôt que le handicap. Mais enfin, vous travaillez comment, plus globalement, le département voit son travail avec l'ensemble des caisses de sécurité sociale, CNAV, caisse retraite, caisse assurance maladie et aussi CAF. Alors évidemment, dans le projet, on l'a presque, notamment notre candidature, on l'a presque co-construite avec la CNAV Île-de-France, c'est-à-dire la CARSAT, l'appellation en Île-de-France, c'est CNAV Île-de-France, puisque nous avons une relation très continue avec la CNAV, aussi bien sur les questions de prévention, notamment dans l'animation des conférences de financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, mais aussi, comme je l'indiquais, sur les enjeux de parcours domiciliaire, c'est-à-dire de construction d'habitats intermédiaires où la CNAV est très fortement partie prenante. Et puis, nous avons aussi une démarche très inspirante là avec la CNAV, puisque nous démarrons là maintenant le dossier unique de demande d'aide, que ce soit les prestations de l'assurance vieillesse que celle du département. Donc, c'est tout à fait naturel. Avec la CAF, évidemment, là aussi très associée à la démarche. L'enjeu
l'enjeu est plus autour de l'accès aux prestations. Alors effectivement, plutôt dans le champ du handicap. Et puis enfin, avec la CPAM, qui est peut-être à ce stade un acteur qui vient en second niveau, mais on a, comme dans beaucoup de territoires, des enjeux d'articulation entre le sanitaire et le médico-social, notamment les questions de sortie d'hôpital, d'accès aux droits, et on voit bien que cette question de l'accès aux droits, et pour le coup, que ce soit avec la directrice de la CPM, le directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis, on partage très régulièrement ces questions-là d'accès aux droits. Et je ne l'ai pas indiqué, mais nous sommes aussi lauréats d'une initiative, d'ailleurs portée par la Direction générale de la cohésion sociale sur la démarche territoire zéro non-recours. Je pense qu'il faudrait qu'on change de nom là aussi, mais bon. L'idée, c'est effectivement de s'assurer de permettre la réduction du non-recours aux prestations sociales. Et dans les prestations sociales, c'est évidemment principalement les prestations de sécurité sociale. Donc on a là aussi un intérêt à agir. Et puis enfin, et je finirai là-dessus, les caisses de sécurité sociale à l'échelle des départements se posent aussi la question de leur relation aux citoyens dans les démarches d'aller vers, de proximité, et qu'il me semble que le triptyque commune, département, caisse de sécurité sociale est souvent un bon triptyque d'accès aux droits. Merci beaucoup. Stéphane vient de parler aussi de coordination donc sanitaire, sociale, sortie d'hôpital. Donc Eliane, je pense que c'est la bonne transition pour votre positionnement, peut-être redire effectivement un peu ce que vous faites et puis comment vous voyez donc l'importance de ce travail ensemble et aussi de cette structuration du travail ensemble à travers le service public territorial de l'autonomie. Merci. En tout cas, merci de me mettre autour de ces deux tables rondes assez impressionnantes de gens. Alors moi, je vais retomber un petit peu dans le quotidien, dans mon petit quotidien. Moi, je suis médecin dans un dispositif d'appui à la coordination en Meurthe-et-Moselle, dans le nord-est, où il commence à faire un petit peu froid. Et je dis ça parce que j'aime bien, moi, raconter des histoires. Donc, voilà, encore ce matin, j'étais dans le train. Et j'ai un message d'une mairie, d'un CCAS, d'un centre communal d'action sociale. Donc ça, c'est côté mairie, qui nous interpelle et qui nous dit, voilà, il y a une dame, elle ouvre plus ses volets. On pense qu'elle est en couple avec un monsieur, une dame âgée. Elle ouvre plus ses volets depuis 4 jours. On toque au volet, elle répond qu'elle ouvrira plus jamais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça, c'est ce qu'on reçoit comme message. Et donc, on est très loin de tout ce qu'on vient de dire là, parce que du coup, dans la vraie vie, que fait ce centre communal d'action sociale qui a été alerté par une voisine étonnée de voir la dame qui n'ouvre pas ses volets? Donc là, on a été mobilisés. J'ai envoyé quelqu'un, puisque moi j'étais dans le train pour venir ici, j'ai envoyé quelqu'un de mon équipe. Et en fait, on a découvert que cette dame-là, effectivement, elle vit avec un monsieur aussi âgé, contre l'avis des enfants, puisque cette dame est veuve, et qu'elle s'est remise en couple à 78 ans. Et donc, les enfants ne sont pas d'accord et donc sont convaincus que ce monsieur va abuser, ce qui est une éventualité, il ne faut pas non plus être angélique, et que ce monsieur va abuser et que donc il faut absolument protéger cette dame. Et donc, on a mis Manu Militari, un service d'aide à domicile, chez cette dame qui doit passer 3 fois par jour, voir si cette dame va bien. La seule défense que cette dame a eue, c'est de se calfeutrer, de ne plus ouvrir ses volets et de ne plus ouvrir sa porte en disant « laissez-moi tranquille ». Mais qu'est-ce qui fait que cette dame-là ne dit pas à sa fille, à ses enfants qui ne veulent que du bien à leur maman « laissez-moi tranquille », eh bien, c'est toute une histoire, c'est tout un parcours, c'est tout quelque chose qu'il nous faudra décoder. Sans remettre, alors ces schémas que je vois, où on voit toujours, vous savez, la personne au centre et puis plein de gens autour qui donnent le tournis et dans lesquels à la fin on ne comprend plus rien, et ben, c'est de la remettre dans le cercle des professionnels et de plutôt mettre au centre un objectif commun
qu'on aura négocié avec elle. Alors cette dame-là, on est au début. Maintenant, on a compris ce qu'elle voulait nous dire. Et maintenant, comment est-ce qu'on va l'accompagner? Comment est-ce qu'on va essayer de décoder un petit peu ce qui est compliqué? Autre exemple, un monsieur qui fait des chutes à répétition. Ce monsieur, il est hospitalisé. Et quand il est à l'hôpital, tous les bilans ne montrent pas grand-chose. C'est un monsieur âgé. L'hôpital nous dit, mais écoutez, allez voir à domicile. Le médecin traitant n'a pas d'explication. Il est assez autonome. L'hôpital nous envoie à domicile. Et là, on se rend compte que, là aussi, ce monsieur a une épouse. Alors ça, c'était il y a 3 semaines. Ce monsieur a une épouse qui adore le parquet ciré. Et Zip le pingouin. On voit ça très, très vite, très, très bien. Nous, on s'en rend compte. Pourquoi? Parce qu'au moment où je rentre, moi, mon pied part comme ça. Je me fais « Waouh !» Et du coup, je me dis, mais comment ce monsieur, qui a une maladie de Parkinson à un stade peu avancé, en fait, arrive et qui a déjà un petit peu de trouble de l'équilibre, en fait, parvient à... Et en fait, cette dame-là, on parlait de dignité tout à l'heure, sa dignité passe par son parquet. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même important d'avoir un beau parquet brillant. En tout cas, c'est important pour elle. Et comment moi, je rentre dans ces valeurs. Voilà. Donc, nous, à quoi on sert? On est un dispositif qui va essayer de donner du sens à ce qui n'en a pas, un dispositif d'appui aux situations dites complexes. Alors, qu'est-ce que la complexité? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans mon dispositif, elle n'a pas de définition. Donc, on ne va pas se prendre la tête sur ce que c'est que la complexité. C'est juste quand la personne qui appelle trouve qu'il y a besoin de compétences complémentaires avec un problème de santé qui joue dedans. Mais donc, moi, je suis un médecin qui ne fait pas de prescription, qui ne fait pas de diagnostic médical et qui s'occupe du social. Donc, qui s'occupe des gens, globalement, parce qu'on est tous ici des entités. Alors, certes, on veut nous découper en parties sanitaires, parties sociales, parties médico-sociales, et puis on a des institutions qui veulent recréer du lien. N'empêche que si, comme dit M. Libaud, on s'occupe de la personne, la personne, elle est toujours un tout, et elle ne sait pas dans sa tête ce qui est social, médico-social, et sanitaire. Et donc, on va être là, nous, pour essayer de donner du lien. Alors, on a une mission, j'ai recopié la définition de notre mission. On a pour objectif de service public de permettre à chaque personne de bénéficier d'un parcours de santé adapté à ses besoins par une action à 3 niveaux, appui aux professionnels, accompagnement à des personnes et contribution à l'animation territoriale. Le fait est que vous comprenez bien que quand on se retrouve face à des situations comme ça, ou encore plus évolué. Là, on parle d'une personne face à une dame qui a 58 ans et qui fait des passages répétés aux urgences pour des syndromes qu'on dit d'anxiété généralisée. Elle arrive aux urgences hyper angoissée. Elle est vue par nos amis psychiatres qui disent, là, elle est épuisée, elle a un épuisement moral, il faut l'hospitaliser. Ah oui, mais le fait de parler à quelqu'un lui fait déjà un petit peu de bien. Le temps d'attente aux urgences, elle dort. Parce que comme on attend 3-4 heures avant d'être pris en charge, elle dort aux urgences. Donc, elle est un peu requinquée et elle refuse l'hospitalisation systématiquement. Pourquoi? Parce qu'elle doit rentrer chez elle, s'occuper de sa maman qui a une maladie d'Alzheimer. En même temps, son mari est en train de partir et son fils est lui-même au chômage. Donc, elle doit travailler parce qu'elle se retrouve un petit peu au milieu de ce qu'on appelle une systémie familiale complexe. Sauf que la dame qui a sa maman dont elle dit qu'elle s'occupe seule, peut-être sans faire appel à des aides extérieures, mais là aussi, à nous de décoder pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'elle ne fait pas appel à l'extérieur. Comment est-ce qu'on va s'occuper de cette dame et de son anxiété généralisée liée à son épuisement? Comment est-ce qu'elle récupère la charge mentale de tout le monde et qui fait qu'elle ne délègue pas? Enfin voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière chez cette dame-là qui explique un petit peu tout ça? Donc on est là un petit peu, nous, pour mettre tout le monde en lien, pour aller voir les gens quand il y en a besoin, pas obligatoirement, pour récupérer plein de bilans qui ont déjà été faits avant, mais qui ne sont pas partagés. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà passés dans certains services, on raconte 10 fois la même histoire, et puis chaque professionnel fait son bilan sans toujours le partager, et sans surtout savoir ce qu'on peut partager. Est-ce que je partage? Est-ce que je ne partage pas? Avec qui? Comment? Et finalement, comment est-ce que j'arrive à avancer? Donc du coup, on se retrouve, nous, au centre
de situations qui sont peut-être au départ trop compliquées ou en tout cas qui prendraient trop de temps pour certains pour s'en occuper. Alors ça ne représente pas beaucoup de situations, hein. On est sur un système de santé global, hein. Quand je dis santé, ce n'est pas que médical, hein. C'est médical, c'est social, c'est la santé au sens très très large, hein. Bio, médico, psychosocial, qui correspond en gros à 80% des personnes. C'est-à-dire que si on intègre tous les services tels qu'on le souhaite dans le cadre d'un guichet où on irait, ça correspondra forcément à peu près à 80-85% de la population. Sauf qu'il y aura 10 à 15% qui va échapper. C'est toujours cette proportion des 80-20. Mais nous, on va être là pour cette population qui échappe, soit par choix, soit par obligation, soit par méconnaissance, soit par absence de l'offre, soit par représentation, croyance. Voilà, énormément de facteurs. Et dès qu'on va commencer à rentrer en lien avec tous ces professionnels qui gravitent autour de toutes ces personnes, eh bien, il va falloir les mettre en lien, partager de l'information, trouver du temps et s'adapter au temps de chacun. Parce que là, on parle d'un médecin généraliste qui a une consultation qui dure un quart d'heure, parce qu'il a beaucoup de patients. Et puis, on va avoir un conseil départemental où, quand on va faire une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, une demande de droit, on va peut-être en prendre pour 2 mois. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire correspondre un petit peu tout ça, faire rentrer tout ça en harmonie, tout en étant avec la personne et en l'accompagnant. Pour nous, en tout cas, ce service, M. Libault l'a appelé ce service public territorial de l'autonomie, pour nous, ça devient une urgence. Mais je le dis aujourd'hui, ces situations dites complexes où vous allez avoir cette dame de 58 ans qui a son médecin traitant, la dame qui a sa maladie d'Alzheimer a son médecin traitant, je ne parle que des médecins, hein. Le mari a le sien, le fils a le sien, et puis on a chacun son équipe. Et les médecins traitants, ils ne peuvent pas se parler entre eux puisqu'ils ne sont pas détenteurs, ils sont liés au secret, ils ne peuvent pas échanger entre eux. Donc nous, on va servir à ça. Dès qu'on va vouloir mettre en place des choses, il va falloir que nous-mêmes, on s'adresse à une quantité de services qui va nous-mêmes nous faire perdre énormément de temps. Et pour nous, il est urgent d'avoir un guichet qui potentialise l'existant et qui soit capable de pouvoir faire bon usage de tous les services existants, tout ce qui a été démontré en Seine-Saint-Denis, un petit peu partout. On a, nous, une mission et on va s'attaquer, alors je vous ai dit que je suis un médecin qui ne prescrit pas, etc. En fait, on va évaluer les risques liés à. Finalement, quel est le risque pour cette dame de cirer son plancher? Quel est le risque? Quel est le risque? Pour elle, il n'y en a pas. Pour lui, pour son mari, le risque, c'est qu'il tombe. Et du coup, derrière, on va évaluer le risque de monsieur, de madame, mais aussi le risque global. Parce que si on dit à la dame de ne plus cirer son plancher, l'estime de soi dont on parlait tout à l'heure, mais si moi je ne fais plus ça, à quoi je sers? Et on va risquer de rentrer avec plein de bonne volonté, parce que la première des choses, c'est arrêtez de cirer votre plancher. Oui, mais qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'il peut y avoir quand on est en situation de fragilité comme conséquence? On va rentrer dans quelque chose qu'on connaît bien en gériatrie, qui est ce qu'on appelle la cascade gériatrique, dans laquelle on peut rentrer en disant je ne sers plus à rien. Si je ne sers plus à rien, je ne me soigne plus. Je ne me soigne plus, je ne mange plus. Je ne mange plus, je suis immunodéprimée, je vais attraper quelque chose, je vais moins bien guérir, etc. etc. Donc on est vraiment sur, pour nous, une urgence que on ait un dispositif auquel s'adresser et qui soit quelque part concentrateur de tout ce qu'on puisse chercher. En même temps, on va être à disposition de ce service pour apporter nos compétences. Je vais juste faire un petit focus sur le domicile parce que c'est un fil rouge qu'on aborde depuis le début et sur la façon dont on a, nous, de percevoir le domicile, je répète, de ces personnes qui elles-mêmes ne savent pas exprimer leurs besoins elles-mêmes, qu'on a besoin, que nous, on a toutes des techniques pour aller chercher et exprimer ces besoins. C'est quoi un domicile? On l'aborde, nous, sur 3 points. Mon domicile comme lieu de sécurité,
lieu d'intimité et lieu d'identité. Finalement, c'est quoi un domicile pour mon identité? Je vous donne un exemple où un jour j'ai eu très peur quand je suis allée à domicile chez une dame qui me dit « asseyez-vous là sur un canapé ». Et alors, je ne sais pas s'il y a des chasseurs parmi vous, mais alors j'étais assise en dessous d'une tête de sanglier. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, une tête de sanglier, mais c'est 1 mètre cube au-dessus de votre tête. Je me suis dit, si ça tombe, je sais pas. Alors j'étais assise comme ça, je me suis assise parce qu'elle m'a dit de m'asseoir. Et en fait, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc là-haut? Et elle m'a raconté l'histoire de sa tête de sanglier. Et je lui ai dit, mais du coup, si vous deviez quitter votre appartement, mettons, qu'est-ce qu'on fait de la tête? Elle me dit, on l'emporte. Et là, je me suis dit, waouh, domicile, lieu d'identité. J'ai dit, mais ça, c'est mon lieu d'identité. Je vous invite à faire un exercice, quand vous déménagez, qu'est-ce que vous ne donnez pas aux déménageurs? Quand on ne donne pas, c'est comme ça aussi qu'on rentre en relation, parce qu'on ne va pas dire votre lieu d'identité, qu'est-ce que c'est? On leur dit, voilà, demain vous déménagez, qu'est-ce que vous emmenez vous et que vous ne donnez pas aux déménageurs? On va nous répondre 3 petits cailloux, alors qu'il y a des meubles magnifiques. Cette identité que je peux emmener d'un point à un autre, c'est quelque chose qui est extrêmement intime et extrêmement personnel. Ça, c'est mon identité. Puis, vous savez, toutes ces photos qu'on n'a pas, qu'on veut emmener, qu'on ne veut plus emmener. Enfin, voilà, bref. Deuxième, c'est mon lieu de sécurité. Vous voyez, cette dame dont je vous ai parlé, son domicile, elle le sécurise en fermant ses volets, dont acte. Si moi, je veux rentrer, forcément, il faut que je parle des volets. Les volets, ils veulent dire quelque chose. C'est mon identité sécuritaire. Donc, si cette dame-là, avec ce couple, ou sans, avec son conjoint, ou sans son nouveau conjoint, on pense qu'il faut l'accompagner vers un autre endroit, eh bien, ça voudra dire qu'il faudra qu'il y ait des volets aux fenêtres de cet autre endroit. Et pas que cet autre endroit ne soit pas équipé de ce qui, pour cette dame, représente son lieu de sécurité. Et ça, c'est aussi de la prévention de ce qui va se passer après, puisque du coup, on aura moins de troubles du comportement, etc. Enfin, lieu d'intimité, c'est dans quelles conditions je fais rentrer des gens chez moi, à quelle heure. Si moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai été ce qu'on appelle une travailleuse de nuit, et ben, quand je vais avoir 82, 83 ans, que je vais attaquer une perte, un début de troubles neurodégénératifs, maladie d'Alzheimer ou autre, eh bien, je ne vais pas comprendre que parce que je n'arrive plus à faire ma toilette toute seule, on vienne chez moi faire la toilette à 8 h du matin. Parce que moi, ma journée, elle a toujours commencé à 14 h, puisque je commence à travailler à 20 h et que je termine à 4 h du matin. Donc, à 8 h, je vais être ce qu'on appelle en refus de soins. En revanche, à 14 h, avec plaisir. Et c'est là où on va devoir adapter tous les services qui peuvent exister, parce qu'on est quand même un pays très riche en services. Je ne sais pas, je vous mets au défi de répéter tout ce qui a été donné comme service par toutes les personnes qui ont parlé avant moi. Moi, je me suis amusée à noter, parce que c'est quand même un peu mon monde, mais à chaque fois, je note. Donc, j'ai noté CPTS, CRT, service d'aide à domicile, EHPAD, résidence senior, médecin traitant, équipe de soins. Comment je m'oriente dans tout ça? Et comment je vais faire pour bien faire? Donc, cette gestion du risque qu'on va avoir, parce que finalement, cette dame qui ferme ses volets, ça fait drôle à la voisine, elle a peur de quelque chose derrière, mais finalement, quel est le risque? Je ne sais pas, je vais aller voir. Et je vais évaluer le risque de rupture, le risque d'hospitalisation, le risque pour le moral, le risque pour tout ce qui pourrait se passer et qui pourrait rompre l'équilibre, non pas de ce que moi je pense être bien, mais de ce qui constitue le bien-vivre de cette personne. Et donc, c'est aussi ça, notre mission, c'est de ne pas partir sur des décisions toutes faites qui devraient s'avérer un petit peu délétères pour les personnes. Et la seule façon pour que ce service public, en fait, fonctionne, et je répète, nous, on en a à la fois besoin, parce qu'il y a une myriade d'acteurs à consulter pour aménager un domicile. Si je donne un autre exemple, une dame, elle ne sait pas faire sa déclaration d'impôt, elle n'a pas Internet, elle n'a pas été salariée dans sa vie, donc le remplissage n'est pas si simple automatiquement. À qui je m'adresse pour l'aider à remplir sa déclaration d'impôt? Est-ce que je m'adresse à la commune? Est-ce que je m'adresse à son banquier? Est-ce que je m'adresse à une aide à domicile? Est-ce que je m'adresse à un autre
type de professionnel. Est-ce que je m'adresse au service social du conseil départemental ? Dans certains départements, oui, dans certains départements, non. Et là, si on a un service qui nous donne aussi les critères d'éligibilité, non pas globaux, mais en fonction de ma situation, je répète, c'est rapporter à la personne une pléthore de services, eh bien là, on trouvera la bonne réponse pour cette personne. Pour que ça marche, parce que la question était posée, c'est pour que ça marche sur un territoire, d'abord, il faut le vouloir. Il faut le vouloir et vouloir ce qu'on veut partager. En tout cas, c'est ce que nous, on cultive depuis des années sur notre département. C'est finalement qu'est-ce que je veux partager avec l'autre, qu'est-ce que je veux garder, en quoi je suis, moi, très utile et en quoi j'accepte de déléguer. C'est faire confiance, c'est sûr, en soi et aux autres, ça c'est sûr, parce que si je délègue, je dois faire confiance à l'autre. Ça, c'est pas possible de faire autrement. Et puis, un énorme enjeu, c'est celui de la communication, de la bonne communication. Alors certes, ça passe par la formation, ça passe aussi par un système d'information adapté. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui est fondamental, dans lequel on puisse échanger de l'information chacun à son rythme. Ça passe par une bonne temporalité et ça passe aussi par le fait que ce soit bien accompagné. Voilà, je voulais juste, si j'ai encore 2 minutes pour citer un exemple, pour le coup du lien ville-hôpital et de l'intérêt. En juillet, alors pas de cette année, de l'année dernière, vous avez peut-être entendu qu'il y a eu un afflux de personnes âgées aux urgences au mois de juillet. L'hôpital nous a appelés en disant « c'est pas possible, le service des urgences déborde de personnes âgées, est-ce que vous avez une idée ?» Et en fait, on a instauré ce qu'on a appelé une cellule de régulation. C'est quoi ? C'est une personne qui arrive aux urgences, elle est bilantée. Si elle est stable cliniquement et qu'elle n'a pas de problème aigu, à ce moment-là, les urgences appellent un certain nombre d'acteurs, pas que nous. Elles rentrent à domicile et dans la journée, les acteurs se mobilisent pour que le passage aux urgences ne soit pas suivi d'une hospitalisation. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, la personne âgée, elle n'est pas tout à fait stable cliniquement, mais elle n'a pas besoin d'un plateau technique. À ce moment-là, elle rentre à domicile et c'est d'autres acteurs qui y vont. Et enfin, si la personne n'est pas stable cliniquement et qu'elle a besoin d'un plateau technique, alors elle est hospitalisée. Et en fait, du coup, grâce à ça, on a libéré des lits et on a pu faire en sorte que les lits soient vraiment réservés pour des personnes qui en avaient besoin et du coup ne refusent pas des personnes parce que tous les lits étaient occupés. Et là, ça a été un travail collaboratif avec l'hôpital, évidemment, nous, le conseil départemental, les services de soins et d'aide à domicile, les hospitalisations à domicile et la communauté professionnelle territoriale de santé, c'est-à-dire tous les professionnels de santé libéraux. Voilà, donc tout ça, ça permet de bien travailler ensemble. Encore faut-il avoir un endroit où porter les demandes et avoir des réponses, mais vraiment de façon très intégrée. Voilà, merci beaucoup, Eliane. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les histoires très concrètes d'Eliane parce que je trouve que c'est ça qui donne à voir véritablement la situation, sachant qu'évidemment, c'est plutôt des situations complexes. N'oublions pas, comme ça a été évoqué, qu'il y a aussi la prévention dans le service public territorial d'autonomie, qu'évidemment, il s'agit de traiter l'ensemble des populations. On a beaucoup parlé du domicile. Donc, dernier intervenant, Thomas Sellarié, donc lui plutôt, donc évidemment acteur hospitalier, puisque chef de service gériatrie au CHU de Saint-Étienne. Et donc, vu d'un service hospitalier, c'est quoi, enfin, disons quelques enjeux de la coordination vue de l'hôpital. Merci Dominique pour cette invitation. Alors je suis désolé, j'ai mis des ronds avec le patient au milieu, c'était peut-être ce qu'il ne fallait pas faire. qu'il ne faut plus faire. Mais moi j'aime malgré tout mettre le patient au centre et surtout son parcours. Alors pourquoi d'abord ? Parce qu'on pourrait se dire finalement à quoi ça sert de coordonner un parcours ? On fait 24 heures aux urgences, on voit des tranches de vie de nos congénères et au final, c'est peut-être pas un si mauvais moment que ça. Eh ben non, c'est un moment qui est terrible. Et il y a une étude là, qui est sortie il n'y a pas si longtemps dans le JAMA qui montre qu'à pathologie équivalente, si vous avez plus de 75 ans et que vous passez votre nuit sur un brancard aux urgences, vous avez une augmentation de votre mortalité de 40%. Donc rien qu'en soi, cela justifie
de trouver des solutions. Alors souvent, on est là, on se dit, tiens, on achète des robots chirurgicaux, 1 million d'euros, tel dispositif qui en coûte 500, autres 1000. Et quand on voit que finalement, d'éviter un passage et une nuit aux urgences réduit la mortalité de 40%, c'est le meilleur médicament. Donc j'allais dire qu'un médecin qui ne prescrit pas et qui fait du parcours, c'est probablement le médecin le plus pertinent en termes de gain de mortalité. Alors, l'importance, donc, c'est cet évitement des urgences si c'est nécessaire, parce qu'il est très clair qu'aller aux urgences parce qu'on a fait un AVC, c'est fondamental. Aller aux urgences parce qu'on a fait une chute, non, ça n'est pas fondamental, puisque s'il n'y a pas de fracture, on peut soit en effet être managé à domicile, soit être hospitalisé directement. Donc nous, on a inventé un outil qui est merveilleux, qui s'appelle le téléphone. On ne dirait pas, mais le téléphone, ça marche bien, on l'appelle, et au bout de ce téléphone, on y a mis un gériatre. Il n'y a pas taper 1, taper 2, taper 3, taper 4, il y a juste un médecin qui répond et qui fait en sorte d'hospitaliser en direct le patient. Donc c'est ça l'amélioration du flux entrant, c'est ce travail avec le service des urgences, avec des cellules d'ordonnancement, avec des équipes mobiles de gériatrie, des hôpitaux de jour de consultation qui permettent de bilanter des patients sans passer par les urgences. Donc notre volonté, c'est d'améliorer le flux entrant à l'hôpital pour qu'en fait, le patient qui soit hospitalisé, il soit hospitalisé parce qu'il en a besoin, donc au bon moment, il soit hospitalisé dans le bon service, donc au bon endroit, et pour le meilleur soin. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'hospitaliser un patient pour une pneumopathie dans un service de chirurgie, ça ne va pas forcément l'aider, parce qu'il n'est pas au meilleur endroit. Il n'aura pas forcément le meilleur soin, parce que ça peut paraître un petit peu surprenant pour la population générale, mais en fait la spécialisation que l'on a après notre internat fait qu'on n'a pas tous les mêmes compétences pour les mêmes choses. Moi, je suis bien incapable de gérer un patient chirurgical, je suis bien incapable de gérer un patient qu'il faut réanimer. Par contre, je sais très bien gérer un patient qui est polypathologique. Donc il faut vraiment, dans cette organisation du flux, trouver le bon endroit pour le patient. Cette amélioration du flux entrant, elle doit être bien évidemment là pour le patient, mais aussi pour sa famille, puisqu'il ne faut jamais oublier que à situation ou pathologie égale, la prise en charge elle est différente en fonction aussi de la structure familiale. C'est ce que disait tout à l'heure notre collègue sur les enfants qui ne sont pas contents du nouveau conjoint. Et ben en effet, on doit tenir compte de ces éléments. Et pour tenir compte de ces éléments, c'est aussi donc faire cette analyse avec le milieu social pour favoriser le maintien à domicile. Cette analyse avec le milieu social, c'est s'appuyer bien évidemment sur les assistantes sociales qui ont un rôle, à mon sens, fondamental et pas assez développé dans notre territoire. C'est donc les dispositifs d'aide aux situations complexes, les DAC. C'est les structures d'aide à domicile. Alors tout à l'heure, on en a un peu évoqué, mais c'est des structures qui sont finalement souvent les parents pauvres de la prise en charge, alors que pour de vrai, c'est elles qui sont là au quotidien, qui se rendent compte que les volets ne sont pas ouverts, qui se rendent compte qu'il y a une rupture dans le parcours. Et puis, là, on n'en a pas du tout parlé, c'est aussi travailler avec le tribunal, parce que on a un certain nombre de nos patients qui ont des difficultés. Alors moi, je suis médecin expert aussi à côté de ça pour le tribunal, et je suis souvent sollicité par le procureur pour évaluer si le patient il a besoin d'une protection juridique, une mise sous curatelle ou une tutelle, ou plutôt besoin d'une assistante sociale pour être aidé. Dernièrement, j'ai vu hier un patient qui s'est fait arnaquer par meilleurtaux.com. Alors, ce n'est pas meilleurtaux.com qui l'a arnaqué, mais vous pouvez aller sur Internet. C'est une arnaque nationale où ils imitent meilleurtaux.com. Ils font croire qu'ils vont racheter les crédits. Ils envoient ça sur leur compte. Ils disent je suis désolé, c'est une erreur. C'était pas cette somme-là. Vous pouvez me refaire le virement. Et en fait, ils leur font multiplier les crédits. Ils se retrouvent surendettés. Donc, ce sont des patients qui soit se sont fait arnaquer comme vous pouvez l'être, soit qui sont en situation aussi de fragilité. Donc de prendre en compte aussi cette fragilité juridique, on va dire, est fondamentale. Elle l'est d'autant plus que
tous les dispositifs dont on a entendu parler tout à l'heure nécessitent de l'accès. L'accès à Internet, l'accès aux droits, analyser les différentes possibilités dans le maintien à domicile de ces patients. S'il n'y a personne pour les aider, c'est impossible. Le parcours patient, il faut aussi l'améliorer en améliorant les flux sortants. Alors, améliorer les flux sortants, comment on fait? Déjà, on demande aux médecins de faire un courrier de sortie de qualité. Pour moi, c'est quelque chose qui peut vous paraître bête, mais les patients qui sortent de service et le courrier qui est dicté 3 semaines plus tard, forcément, ça crée une rupture dans le parcours parce que ce sont des patients dont leurs médecins généralistes qui sont censés coordonner le parcours n'ont pas les bonnes informations. C'est la meilleure utilisation des outils. Les outils, c'est des demandes de rééducation, c'est des demandes d'hospitalisation à domicile, et c'est ce que nous, on a fait sur notre hôpital, des commissions de cas complexes où on analyse la complexité avec des commissions qui aident à faire des entrées de patients en SSR et d'autres des entrées de patients en maison de retraite. Alors vous pouvez penser que c'est assez simple comme ça, mais il y a un certain nombre de patients qui sont au bord de la route. S'ils n'ont pas de famille, qui fait les dossiers à leur place, s'ils ont des ressources modérées, qui quid de l'aide sociale. Et puis il y a aussi des patients dont leurs pathologies font que leur entrée en EHPAD est compliquée. Les patients qui ont un surpoids important ont des difficultés à trouver des places en maison de retraite du fait de la charge en soins. Les patients qui font des décompensations cardiaques importantes ont des difficultés pour trouver des places en maison de retraite parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a 80% des maisons de retraite qui n'ont pas d'infirmière la nuit. Donc cet élément-là, ce sont des patients compliqués à prendre en charge dans ces structures. Donc de trouver des structures qui acceptent de les prendre avec nous, comme on leur dit, on est DARTI, c'est-à-dire qu'on garantit la reprise en charge de ces patients, c'est quelque chose de fondamental dans le parcours du patient. Et puis, c'est travailler avec les structures d'hospitalisation à domicile pour permettre aussi un maintien à domicile différent, puisque tout à l'heure, j'ai bien aimé ce qu'a dit la directrice de l'ARS, c'est il n'y a pas une solution, il y a des solutions qui dépendent du patient, mais aussi de son avancement dans son histoire de vie. Moi, j'ai un patient aujourd'hui qui m'a dit, moi, ça fait 30 ans que je me prends la tête avec mon épouse. Bon, je suis un peu en perte d'autonomie. Vous allez lui dire qu'il faut absolument que je rentre en maison de retraite parce que au moins ça va me permettre de ne plus me prendre la tête avec elle. Donc ça vous paraît, c'est peut-être bête, mais n'empêche que voilà, le même patient qui serait peut-être fou amoureux encore de son épouse voudrait absolument être à la maison. Donc voilà, il faut vraiment tenir compte de ce que dit le patient et aussi sa famille, clairement. Et puis ce concept du patient au bon endroit au bon moment, c'est aussi dépendant du lien avec les structures médico-sociales. Alors, certes, je suis hospitalier, mais j'ai une autre casquette, c'est que je coordonne toutes les EHPAD de la ville de Saint-Étienne. Et à côté de ça, je suis au conseil d'administration de la maison de retraite de la Loire, qui est la deuxième plus grosse maison de retraite de France. Et on se rend compte que souvent, l'hôpital croit qu'on peut faire dans les maisons de retraite la même chose qu'à l'hôpital. Non, on ne peut pas. Souvent, c'est une aide-soignante pour 12 à 13 résidents dans le meilleur des cas. Une infirmière pour 60-70. C'est 80% des EHPAD qui n'ont pas d'infirmière de nuit. Et donc, il faut absolument connaître ces structures pour, dans la coordination du soin et de la prise en charge, s'adapter. Parce que ça ne veut pas dire qu'un patient qui est insuffisant cardiaque ne peut pas aller dans une EHPAD, mais ça veut dire que s'il va dans une EHPAD, il faut mettre en place d'autres dispositifs, comme à la maison, pour aider cette EHPAD. Exemple, on peut prescrire une HAD en maison de retraite pour pouvoir aider la maison de retraite à mieux prendre en charge le résident. En particulier pour des soins complexes. On peut prescrire des infirmières pour faire des dialyses péritonéales en EHPAD. Donc il faut absolument connaître
les soins possibles dans les maisons de retraite à qui on confie des patients ou des résidents, pour leur permettre une meilleure prise en charge grâce à l'injection de soins extérieurs. Et ça passe par quoi? Encore une fois, par le courrier de sortie, par des ordonnances faites en temps et en heure. Vous voyez, la semaine dernière, dans une de mes EHPAD, un patient est sorti de dermatologie avec un médicament à prescription hospitalière unique. Donc ça veut dire qu'il n'y a que la pharmacie de l'hôpital qui pouvait délivrer le médicament. Donc il sort de l'hôpital avec un médicament délivré par l'hôpital, mais sans qu'il vienne avec le médicament. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mon médecin coordonnateur, il a pris la mouche, il a pris sa voiture et il a fait 10 km pour aller à l'hôpital, chercher le médicament à la pharmacie de l'hôpital. Donc vous vous rendez quand même compte que ce dit hôpital qui est le mien, le jour où il va refaire une demande à mon médecin co pour lui prendre un patient, je ne suis pas sûr qu'il va sauter de joie. Et après, les docteurs de ce dit service vont m'appeler en disant oh, Thomas, vous faites flic, vous ne nous prenez jamais des patients. Donc voilà, il faut vraiment intégrer le fait qu'on n'a pas tous les mêmes moyens et qu'on doit tenir compte des moyens des uns et des autres. Mais c'est comme à l'école. Il y a des gamins qui sont ultra doués, il faut leur donner un peu plus à se nourrir intellectuellement. Et puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés et il faut les porter. Et bien là, c'est pareil. Il y a des structures qui ont plus de difficultés, il faut les porter. C'est ça la coordination et c'est ça qui est important. Ça passe aussi par un accès à l'information commun. J'ai mis le DMP, le dossier médical partagé. Certes, c'est une arlésienne, puisque ça fait des années qu'on en parle. On voit arriver le bout peut-être du tunnel, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que sur Rhône-Alpes-Auvergne, on a quand même une base commune qui nous permet quand même d'avoir accès à énormément de choses. Le lien avec le médico-social, c'est les aider. Les aider comment? Quand il n'y a pas de médecin dans la structure, c'est pouvoir avoir un médecin dans les 5 minutes au téléphone grâce à une hotline. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a réinventé le téléphone. Oui, c'est quand même merveilleux de se dire que l'infirmière qui a un problème avec un patient, qui a 39 de fièvre, qui a une famille devant elle qui est ultra inquiète, qu'elle dise j'ai appelé un médecin à l'hôpital, on a une solution et potentiellement ils vont nous envoyer l'équipe mobile de gériatrie dans les 24 ou 48 heures pour nous aider ou ils vont nous l'hospitaliser. Ça, c'est des éléments qui sont ultra importants. Et d'où l'intérêt aussi des équipes mobiles, puisque il y a le aller vers qui est fondamental, c'est le aller vers au domicile, mais c'est aussi aller vers dans les maisons de retraite, avec là aussi tout un développement de la télémédecine ou de la téléconsultation qui ne doit pas être l'unique réponse à ces structures isolées, mais doit être une des réponses pour aider encore au mieux la coordination dans les soins qu'on peut apporter. Voilà, en substance, pour moi, l'importance de cette coordination. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas parlé du médecin généraliste, mais je l'ai fait exprès, parce que le médecin généraliste, en fait, il est dans toutes ces cases-là. Et il est fondamental dans la prise en charge de son patient, mais il ne doit pas être le seul et unique acteur qui doit tout régler pour son patient. D'où l'importance des CPTS, d'où l'importance de ce lien ville-hôpital, d'où l'importance des DAC, pour faire en sorte que chaque structure ait sa part dans le parcours patient qui, là aussi, doit être respecté dans ses volontés parce que, pas plus tard qu'hier, un patient qui a été hospitalisé pour bilan de métastase, en arrivant à l'hôpital, nous a dit « Mais pourquoi j'arrive? Pourquoi je suis là ?» Je dis votre médecin, il a vu sur des radios que vous aviez des métastases et il veut qu'on vous hospitalise et qu'on fasse des biopsies. Il dit « Mais moi, j'en ai rien à faire, j'ai pas mal. Je suis bien, je rentre. » Alors, mon jeune chef de clinique m'appelle en me disant « Ouais, c'est une sortie contre avis médical, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Tu le laisses partir. Tu lui fais un bon de transport et puis il rentre. » Il me dit « Oui, mais il veut même pas prendre le bon de transport, il veut prendre le tram. » Et s'il tombe dans le tram, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis rien, il tombera dans le tram. Donc, tu le laisses repartir en tram. Donc, c'est aussi pour ça que je mets toujours le patient au centre de ces diapositives parce que on voit malheureusement encore beaucoup de patients hospitalisés pour des raisons qui semblent une évidence pour le docteur et pour toutes les personnes autour de lui, dont ses enfants, mais qui pour le patient n'ont aucun intérêt puisque lui, en fait, il est très clair.
il ne veut pas d'exploration complémentaire, il veut qu'on lui fiche la paix. Et donc là aussi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est à travers ce parcours, il faut toujours se poser la question de ce que veut le patient et faire en sorte que ce dernier ait posé ses directives anticipées. Parce que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous manque dans le parcours de prise en charge, c'est que veut le patient, qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête, on n'est pas là pour la famille, on n'est pas là pour les autres soignants ou pour la structure, on est d'abord là pour remettre le patient au centre de nos préoccupations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thomas. Alors, vous avez compris que dans cette table ronde, on a essayé dans la construction de montrer que le service public d'autonomie, mais je pense que tout le monde en est convaincu aujourd'hui, il n'y a pas d'un côté le social, de l'autre côté le sanitaire. J'ai souhaité des interventions des uns et des autres, mais à chaque fois, les acteurs nous disent l'important, c'est le parcours patient. Et pour ça, il faut travailler ensemble. Là, Thomas, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais effectivement, Stéphane me redisait l'importance, effectivement, de parler de protection juridique. Le médical, il a souvent ce sujet des protections juridiques et comment ça interfère. Et donc, si ça ne se parle pas, si tout ça ne travaille pas bien ensemble, et ensuite, on n'a pas des bonnes solutions. Mais, donc voilà. Et en même temps, tout ceci, et notamment les 2 derniers témoignages, je redis, pour moi, c'est inspirant. C'est-à-dire que quand je vois des territoires qui ont réussi à mettre déjà des choses en place, à faire que les acteurs se parlent, à créer des choses, ça veut dire que oui, c'est possible et que donc on doit pouvoir s'inspirer de ça pour aller plus loin sur l'ensemble des territoires. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a on est un peu au bout de notre timing, je le sais, mais s'il y a comme 1 ou 2 questions dans la salle, on va les prendre ici. Alors Farhan, je ne sais pas, attendez. Ah oui, pardon, oui. Emmanuel, oui. Et ensuite au fond et en haut aussi, non? Je ne sais pas. Bon, alors en bas. Alors, Emmanuel. Une petite question rapide, mais peut-être que la réponse ne le sera pas. Mais je me demandais dans quelle mesure, pour l'absence de non-recours, justement, le 0 non-recours, il n'y a pas aussi à avoir une approche parcours de vie de l'information. Et je me demandais dans quelle mesure tous ces dispositifs sont accompagnés de formation sur les lieux de travail de personnes qui sont intéressées par comment on vieillit avec une personne ayant une maladie chronique, Et tout le monde n'y participera pas, mais si on fait ça chaque année, le jour où il y a un parent qui commence à perdre un peu le fil, d'avoir ce type d'information tôt permettrait probablement de mieux se saisir de ces dispositifs. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais oui, je suis tout à fait d'accord que... on a mis le premier item, information, accueil, orientation. Ça, c'est la réflexion pour le cahier des charges avec Benjamin notamment, mais c'est vrai qu'on s'intéresse à la personne, mais effectivement l'information anticipée, disons, souvent on pense information lorsqu'on est dans la situation, mais comment aussi sur un territoire avoir des dispositifs, si j'ose dire, anticipés, je pense que c'est une question, et le lieu de travail, effectivement, absolument. Et moi, des grandes entreprises, on a parlé avec vous d'ailleurs, donc on a bien vu, la question était posée, combien, avec le vieillissement de la population active et le vieillissement de la population âgée, effectivement, de plus en plus de salariés vont être aidants et vont être dans ces situations. Donc, comment on les aide, effectivement, et ça, je pense qu'il y a un boulot d'entreprise, j'en suis persuadé, très important, mais à organiser sur des territoires. On va peut-être prendre une deuxième question tout de suite, oui ? Oui, merci. Merci pour toutes vos interventions. Moi, ma question rejoint l'enjeu dont vous parliez, donc travailler ensemble, penser d'abord aux personnes avant sa position d'acteur et le rôle de chacun. Je voulais savoir, donc ma question s'adresse peut-être plutôt à Monsieur Voisin, mais est-ce que vous avez prévu de capitaliser sur l'expérience des conférences des financeurs, que je trouve effectivement intéressant pour le service public territorial de l'autonomie, en profitant finalement du cahier des charges, parce que pour moi le cahier des charges c'est une vraie opportunité d'organiser le rôle de chacun, notamment en déterminant leurs expertises. Je parle des conférences des financeurs parce qu'à titre d'exemple, on sait que quand elles ont été mises en place sur la prévention de la perte d'autonomie, les conseils départementaux qui présidaient les conférences des financeurs n'avaient
aucune ou très peu d'expertise sur la prévention de la perte d'autonomie. Et ça a été dit, moi je l'ai vécu en Île-de-France. Si je prends l'exemple de notre collaboration avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ça a été tout de suite posé. Et de manière très claire, le conseil départemental a reconnu l'expertise des caisses de retraite sur la prévention de la perte d'autonomie. On mettait en place des ateliers de prévention sur le bien vieillir, on avait des opérateurs, on avait des tarifs, on avait des cahiers des charges, on savait faire. Donc le conseil départemental nous a dit, vous savez faire, on va vous allouer une délégation, on va vous octroyer des financements, on va vous demander d'en faire plus sur ce que vous savez faire. Et finalement, c'était clair, mais aussi parce qu'il y avait effectivement une relation de confiance qui était instaurée depuis plusieurs années. Donc, on n'a pas eu de difficultés. Je ne citerai pas d'autres exemples, mais on a d'autres exemples de partenariats avec d'autres conseils départementaux où les choses ne se sont pas passées de cette manière-là, où effectivement, comme vous le disiez justement, il y avait des enjeux de pouvoir. Et pour moi, ce cahier des charges, alors j'imagine que les expérimentations vont aussi servir cela, mais le cahier des charges permettrait de dire qui est bon dans quoi, qui fait quoi, qui sait faire quoi finalement, et sur quoi on attend chacun, de le poser en fait de manière claire, sans qu'on ait besoin nous-mêmes, parce qu'en tant qu'acteurs impliqués dans effectivement ces coordinations qui... Enfin, ça a été dit très justement, on est de multiples acteurs et pour nous-mêmes, c'est inconfortable de devoir dire nous, on sait faire, on voudrait, etc. Donc en fait, que le cahier des charges le pose, pour moi, c'est une opportunité d'éviter les enjeux de pouvoir et de faire en sorte que le service public territorial acte le rôle de chacun, quitte à laisser derrière une flexibilité, mais en tout cas, acter les choses de manière claire pour aider à la coordination. Alors sur cette question, là, il y a deux niveaux de réponse. D'une part, dans le dispositif, je vais faire une réponse d'abord sur le dispositif législatif qui indique que le service public territorial de l'autonomie intègre les conférences des financeurs. Donc il y a quelque chose déjà, enfin on a créé une sorte de poupée gigogne législativement. Ça ne veut pas dire, ça ne répond pas complètement à la question, mais ça permet en tout cas de voir que les initiatives ne sont pas complètement décorrélées dans notre esprit et dans l'esprit du législateur. Deuxièmement, vous avez tout à fait raison. La bonne façon de faire, c'est que, mais c'est ça l'intelligence, c'est savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. C'est justement cette finesse d'acteur, mais aussi cette relation de confiance qui doit se construire sur les territoires pour ne pas prétendre faire plus que ce qu'on sait faire, mais aussi avoir confiance sur le fait que l'autre va le faire loyalement et pas en profiter pour... entrer quand même dans une querelle du territoire, parce que ça peut arriver aussi, dans tous les sens. Je crois que le cahier des charges va essayer, ce qu'on essaie de travailler, c'est encore, l'encre n'est pas encore sèche, et il y aura encore beaucoup de travail, et de toute façon, ce sera revu, relu et validé par les instances, et en particulier par Dominique Libault. Mais l'idée, c'est de travailler vraiment sur les finalités et que chaque acteur, par rapport à des finalités données, décrive et conjointement, et que la réponse au cahier des charges soit co-signée aussi. Ce n'est pas simplement le travail fait par un acteur qui dit ce que les autres vont faire sans s'être assuré que les autres sont d'accord avec le fait qu'ils le feront. Donc cette description du rôle de chacun, je ne sais pas dans quelle mesure on ira jusqu'au bout de la définition, parce que c'est compliqué, ça dépend des dynamiques territoriales. Il y a des organisations qui sont... Il y a certes un cadre législatif, etc., mais il peut y avoir aussi des petites variations intéressantes qui sont faites avec des dépassements de compétences, avec des guillemets, mais qui sont tout à fait féconds sur des territoires. Et sur d'autres cas, c'est justement l'intervalle entre les compétences qu'il va falloir travailler. Donc, je crois qu'on va essayer surtout de se centrer là-dessus, se centrer sur une réponse collective sur des enjeux pratiques de coordination, et de façon à ce que chacun décrive à cette occasion son rôle, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? La dernière. Oui. Je prends la dernière question. Je parle comme quelqu'un qui a travaillé plusieurs années en soins de suite et de rééducation. On a beaucoup parlé des enjeux de coordination, vous en avez déjà un peu évoqué, mais c'est vrai qu'il y a des choses que les soignants savent bien faire et bien faire depuis des années sur la coordination autour du patient. Enfin, il y a une expérience qui est là, qui est présente. Et souvent, quand je réfléchis à pourquoi on faisait bien ce qu'on faisait bien, il y avait une chose qui était essentielle, c'est qu'on partageait tous le même dossier. Et donc, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais je me posais la question, par exemple, sur les DAC, est-ce que vous voyez un mieux avec le dossier médical partagé qui est porté
fièrement par l'assurance maladie notamment, et avec la possibilité peut-être pour toute la partie sociale de venir aussi alimenter ce dossier médical. Voilà. Alors, merci. Ouais. Alors oui, pour le dossier, effectivement, on est dans une unité de lieu, qui est le SSR ou autre. Enfin, voilà. C'est moins compliqué quand on est dans une unité de lieu que quand on est éclaté autour de la personne. 2 éléments. Alors, le dossier médical partagé, oui, parce qu'il va contenir des éléments socles qui vont être importants pour comprendre les jalons du parcours de la personne. Mais aussi un deuxième, quand je parlais système d'information, c'est un système d'information collaboratif. Et donc là, c'est un enjeu national et ensuite régional, d'avoir un système d'information collaboratif que chacun à la fois pourra nourrir et qu'il pourra également consulter, sous réserve de la non-opposition de la personne, et qui contiendra, outre certains éléments socles, qui ne reproduira pas un dossier patient exhaustif, mais des éléments importants du parcours qui permettront de le comprendre. Et là-dessus, il y a un outil qui est dans ce système d'information et qui permet de partager une photographie à un instant T autour d'une personne, qui s'appelle le plan personnalisé de coordination en santé, PPCS, qui en fait est à la fois à plusieurs parties. La première partie, c'est la connaissance de la personne d'un point de vue administratif, mais aussi de tous ces intervenants, à la fois personnels et professionnels. La deuxième partie, c'est tous ces problèmes non résolus. Donc, on n'est pas sur des diagnostics, mais tout ce qui reste comme problème non résolu, finalement. Et puis, la troisième partie, qui est un plan d'action, à la fois sur ce qui va être sanitaire, médico-social et social. Et enfin, une partie qui va relever les écarts entre ce qu'on aimerait bien faire et ce sur quoi on pousse, on va dire, et soit il n'y a pas eu consensus entre professionnels et la personne concernée, mais on va le relever, soit elle n'est pas encore prête, soit l'offre n'existe pas alors que la personne est d'accord et les professionnels sont d'accord. Mais en tout cas, on va avoir au niveau de cette coordination des acteurs, on a déjà, on l'utilise déjà au quotidien, ça c'est issu de tout un travail qui a été fait avec M. Libaud depuis 2013. On a en tout cas, par exemple, sur notre département, plusieurs milliers de types de plans personnalisés de coordination en santé qui circulent et qui sont accessibles à tous les professionnels qui gravitent autour de la personne et bien sûr à la personne concernée. Et ça, dans un système d'information collaboratif, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc ça, c'est pas l'idée de reproduire X dossiers patients partout, parce que ça, chacun garde son outil métier, mais c'est d'avoir comme un panier au milieu de la table dans lequel on met ce qui est important à savoir et à communiquer. Et ensuite, il y a le DMP pour des documents plus socles, dont le PPCS fait partie d'ailleurs. Et alors, j'allais rajouter, si vous êtes de la région Aura, dans Aura, c'est Montcisra. Les courriers hospitaliers sont poussés dans Montcisra, qui poussent après dans le DMP. Et le DAC a accès à Montcisra avec des niveaux de lecture en fonction du professionnel. C'est-à-dire que si vous êtes assistante sociale, vous ne voyez pas les comptes rendus médicaux. Si vous êtes infirmière, vous pouvez avoir accès aux comptes rendus. Il y a des niveaux d'autorisation. Mais une chose est sûre, c'est que ces outils sont bien utilisés, commencent à être bien utilisés, permettent le partage de l'information, parce que moi je suis d'accord avec vous, en SSR, ce qui fait la qualité des SSR, c'est ce partage d'informations, mais il y a aussi une autre chose qui fait la qualité du SSR, c'est le temps qu'on prend pour analyser la situation. Et je pense que de réfléchir dans l'urgence, c'est jamais forcément très bon pour le patient. Donc voilà, donc je pense qu'il y a deux choses, c'est le partage d'informations et le temps de la réflexion. Juste un mot pour compléter, en tout cas dire que les enjeux de système d'information et d'outils sont évidemment centraux dans le dispositif qu'on envisage pour le SPDA. Enfin, il y a les objectifs et vraisemblablement cet outillage, parce que la tentation de chacun, c'est de développer l'outil qui coordonnera les autres. C'est ça. Et que si chacun développe l'outil qui coordonnera les autres, plus personne se coordonne avec personne, en vrai. Et ça, et je pense que ça fera partie des prérequis, justement, des cahiers des charges, que de aussi renseigner, de dire ce qu'est la stratégie en termes de système d'information, et à charge pour les autorités nationales de développer les outils
qui facilite la vie des acteurs, avec la modularité qui va bien, sans les obliger à quitter leurs outils, métiers, etc., qui sont extrêmement importants. Mais la logique collaborative que vous évoquiez tout à l'heure est essentielle et la bonne. Mais il faut que ce soit le national qui définisse ces référentiels pour que qui continue à le faire et qu'il continue à mettre en place des dispositifs pour aider et que les acteurs s'en saisissent et que ce soit une des conditions justement de validation du dossier du SPDA. Si je peux me permettre, il ne faut pas que les acteurs s'en saisissent, il faut que ce soit neutre pour les acteurs, c'est-à-dire qu'il y ait un pont informatique qui permette à l'acteur de se servir de son outil et sans se rendre compte qu'en fait qu'il alimente l'outil commun. Bien. Hop. Je crois qu'il est l'heure. Merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir participé. Et merci à vous, public. Et en espérant effectivement que ça vous a apporté des choses sur à la fois le vieillissement et sur cet objet du service public territorial d'autonomie, dont on a compris qu'il nous importe et dont la construction ne va pas être si simple que ça, il faut le dire. Donc voilà. Merci beaucoup. À bientôt.